Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. À la face antérieure de la région cervicale et devant l'axe trachéal, nous allons maintenant présenter l'ensemble de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes qui sont 4 petites glandes satellites de la glande thyroïde. Voici sur une vue de face du larynx et de l'origine de la trachée une présentation de la glande thyroïde. La glande thyroïde est une glande endocrine située très en avant dans la partie antérieure du cou. C'est une glande qui a une forme caractéristique comparée à un papillon avec 2 ailes latérales et une zone étranglée au centre qui correspond à l'isthme de la thyroïde. Cette zone isthmique se projette devant les cartilages 1, 2 et 3 de la trachée. Les ailes de ce papillon sont en fait les lobes latéraux de la glande thyroïde, un à gauche, un à droite. On parle de pôle supérieur de ces lobes et de pôle inférieur. Les pôles inférieurs sont contre les faces latérales de la trachée. Les pôles supérieurs atteignent les faces latérales du cartilage thyroïde. La hauteur maximum des lobes latéraux est de 6 cm, alors que la hauteur de l'isthme est de 15 mm seulement. L'isthme est situé au-dessus de l'incisure jugulaire, à environ 2 cm. À partir de l'isthme, sur son bord supérieur, apparaît un prolongement accessoire de la thyroïde qu'on appelle le lobe pyramidal. Il est en principe développé à partir de la partie gauche de l'isthme, mais cela n'est pas constant. Ce lobe pyramidal est très variable dans sa longueur, dans sa hauteur, et on le représente en pointillé sur le schéma, comme un prolongement supérieur qui peut atteindre la face antérieure de l'osioïde. Ce prolongement siège sur la trajectoire du tractus thyréoglosse, qui est en fait l'axe de migration de la thyroïde chez l'embryon. Il est donc possible de retrouver des îlots thyroïdiens qui forment ce lobe pyramidal sur toute la hauteur de cette trajectoire de migration. La glande thyroïde pèse en moyenne 20 grammes. C'est une glande qui est extrêmement fragile dans sa consistance. Sa capsule est très mince, elle est facilement déchirée chaque fois que l'on saisit la glande avec une pince. La glande thyroïde est en fait une double glande endocrine puisqu'elle est formée de 2 types de cellules. Les thyréocytes d'une part, responsables de la sécrétion des hormones T3 et T4, qui sont des hormones qui rentrent en compte dans la régulation du métabolisme de base de toutes les cellules, qui participent à la croissance chez l'enfant, à la régulation thermique. Et puis, des cellules très peu développées, les cellules C, qui ne représentent moins de 5% de la glande thyroïde, qui synthétisent la thyrocalcitonine, qui intervient dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Voici une vue dorsale du larynx et de l'origine de la trachée. En avant de ces structures prend donc place la thyroïde, et sur cette vue apparaissent les faces postérieures des lobes latéraux. En pointillé, on retrouve la structure de l'isthme de la thyroïde et au-dessus de l'isthme d'un petit lobe pyramidal. La partie moyenne de la face dorsale de la thyroïde est marquée par un petit tubercule pair et symétrique. Et de part et d'autre de ce tubercule dorsal, on retrouve 4 petites glandes parathyroïdes. 2 glandes supérieures et 2 glandes inférieures. Ces glandes sont très petites par rapport à la taille de la glande thyroïde. Elles ne mesurent que 2 à 3 mm de diamètre. Leur poids moyen est de 40 mg. Ces glandes synthétisent la parathormone qui intervient dans la régulation du métabolisme calcique dans le sang et dans l'os. Voici
sur une vue de dissection, la face latérale droite du lobe thyroïdien et en blanc en dessous, la face latérale droite de la trachée. La partie gauche de la photo correspond verticalement au tube de l'œsophage. À la surface de la thyroïde et en dessous d'elle, on retrouve deux petites glandes parathyroïdes avec leur vaisseau en rouge injecté au latex. Voici une vue de dissection d'une face latérale droite de la thyroïde, maintenue, basculée vers la partie médiale du cou par deux pinces. Voici la position du tubercule dorsal de la thyroïde. Et voici, cerclé en pointillé, les contours d'une glande parathyroïde. Voyez que ces glandes sont parfois difficiles à mettre en évidence parce que très souvent elles peuvent être incluses dans la capsule de la glande thyroïde. Voici sur deux schémas du cou la représentation des artères de la glande thyroïde. À gauche, une vue de face de la région cervicale. Au centre, les deux lobes thyroïdiens. En arrière-plan, le larynx et les constituants de la trachée. À droite, une vue dorsale du larynx, de la trachée et des deux lobes thyroïdiens gauche et droit. Nous commençons à décrire les artères en commençant par le bas du schéma, c'est-à-dire l'arc aortique. Nous allons commencer à mettre en place l'artère thyroïdienne moyenne, qui est une artère inconstante, présente dans environ 10% des cas, une petite artère qui naît directement du sommet de l'arc aortique. Elle peut parfois naître également de l'origine du tronc artériel brachiocéphalique. Cette artère est presque dans le plan médian, elle arrive en dessous de l'isthme thyroïdien et elle se répartit entre les deux lobes. Ensuite, la première branche de l'arc aortique est le tronc artériel brachiocéphalique. Puis, ici, la carotide commune gauche. L'artère carotide commune droite est une branche de division du tronc artériel brachiocéphalique, ainsi que l'artère subclavière du côté droit. À gauche, l'artère subclavière est une branche directe de l'aorte. À partir des artères subclavières, naissent les troncs artériels thyro, bicervicaux, scapulaires. Ce sont de petites artères verticales qui naissent à angle droit au-dessus de l'artère subclavière des deux côtés et qui donnent trois types de branches, des artères cervicales ascendantes, des artères cervicales transverses. Ces deux types d'artères sont non représentés sur le schéma. Et le troisième type d'artère est une artère thyroïdienne inférieure. Cette artère passe en arrière des artères carotides communes pour rejoindre la thyroïde. Sur la vue dorsale, on retrouve cette artère thyroïdienne inférieure qui forme donc une petite crosse à concavité inférieure, puis une crosse à concavité supérieure pour arriver au contact de la thyroïde et se ramifier. Vous voyez que cette artère va participer à la circulation également des glandes parathyroïdes. L'artère carotide externe est une branche de division de l'artère carotide commune. Sa première branche est une artère thyroïdienne supérieure. Cette artère va descendre pour venir au contact du pôle supérieur des lobes latéraux et se ramifier. Elle donne une branche médiale qui va passer au-dessus de l'isthme, en avant du cartilage cricoïde, pour s'anastomoser avec l'artère thyroïdienne supérieure de l'autre côté. Elle forme ainsi une arcade au-dessus de l'isthme, dite sus-isthmique. L'autre branche de l'artère carotide externe est l'artère laryngée supérieure qui perfore la membrane thyroïdienne.
Outre cette arcade sussismique qui anastomose les côtés gauche et droit, il existe en arrière des deux lobes latéraux des échanges, des anastomoses artérielles entre les branches de l'artère thyroïdienne supérieure et les branches de l'artère thyroïdienne inférieure. On peut donc parler d'arcade rétrolobaire. C'est sur cette arcade que l'on trouve la plupart du temps les glandes parathyroïdes. Voici une vue de dissection de la trachée, de l'œsophage. La partie crâniale est en haut, la partie ventrale est sur la droite de la photo. C'est donc une vue latérale droite de la trachée sur laquelle apparaît le lobe droit de la thyroïde. Voici sur la partie gauche du schéma, en jaune, la trajectoire du nerf laryngé caudal qui croise à angle droit la trajectoire de l'artère thyroïdienne inférieure. Voyez que ce nerf peut également se ramifier bien avant d'avoir atteint la zone cricothyroïdienne. Les veines de la glande thyroïde sont extrêmement nombreuses, sont extrêmement riches, avec un très gros calibre. Parce que ces veines vont en fait servir de canaux de drainage à toute la circulation endocrine de la glande thyroïde. Voici une vue de face du larynx, de la trachée et des principales veines de la région thyroïdienne. On insistera sur la partie gauche du cou en retenant que ces structures veineuses seront périsymétriques. Il y a tout d'abord un drainage veineux vers le haut. Ce sont les veines thyroïdiennes supérieures qui vont converger vers le tronc thyro-lingo-facial. Ce tronc thyro-lingo-facial est formé par le rassemblement de veines thyroïdiennes, linguales et faciales. Ce tronc thyro-lingo-facial s'abouche dans la veine jugulaire interne à gauche comme à droite. Il y a ensuite des veines thyroïdiennes moyennes, souvent une veine, parfois plusieurs petites veines thyroïdiennes moyennes qui sont tendues entre la thyroïde et la veine jugulaire interne, là encore de façon périsymétrique. Et puis il y a de très nombreuses veines thyroïdiennes inférieures qui sont à la partie basse des deux lobes latéraux, mais aussi sous l'isthme de la thyroïde devant la trachée. Ces veines thyroïdiennes inférieures se terminent dans les troncs veineux brachiocéphaliques à droite et à gauche. On voit sur ce schéma les deux troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche converger pour former la veine cave crâniale. Il est maintenant important de présenter la glande thyroïde au milieu des structures du cou et en particulier des structures qui vont cloisonner les espaces musculaires, vasculaires et viscéraux du cou. Voici donc une coupe horizontale qui passe par le corps vertébral de C6 et qui retient la partie droite du cou. En jaune, l'axe respiratoire, la trachée, en arrière l'œsophage. La glande thyroïde prend place en avant de la trachée sur ses côtés, comme ce demi-cercle, et à la partie postérieure de la thyroïde, on retrouve en violet une glande parathyroïde représentée de chaque côté. Nous allons maintenant commencer par mettre en place les enveloppes du cou, en commençant par la périphérie. Sous les plans cutanés superficiels, il faut d'abord mettre en place le muscle platysma, qui est un muscle extrêmement mince, qui appartient au groupe des muscles possiers. Et voici en cartouche la représentation de ce muscle platysma sur une vue antérieure du cou.
dessiné en haut et photographié en bas. Ce muscle platysma s'insère en dessous de l'arc mandibulaire et descend comme un drapé à la face antérieure et latérale du cou, avec des fibres musculaires qui vont, en s'amenuisant, en passant en dessous du relief des clavicules. Ce muscle platysma est pratiquement absent sur la ligne antérieure du cou. En dessous du plan du muscle paucier, on retrouve l'aponévrose cervicale superficielle qui se dédouble pour envelopper en avant la veine jugulaire antérieure. C'est ce même fascia qui protège le muscle sternocléidomastoïdien. Par contre, le muscle sternocléido-yoïdien, sternothyroïdien, sont des muscles infrayoïdiens qui sont compris dans le fascia cervical moyen. La veine jugulaire externe, qui est ici entre le muscle sternocléidomastoïdien et le muscle platysma, est comprise dans un dédoublement du fascia cervical superficiel. Dernier muscle infrayoïdien, le muscle omoyoïdien. L'ensemble de ces muscles protège, nous l'avons vu, l'axe vasculaire du cou, c'est-à-dire l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne, et avec ces vaisseaux, on retrouve la trajectoire du nerf vague. Plus en arrière, en avant du rachis, contre les muscles prévertébraux, nous retrouvons la chaîne sympathique cervicale. Cette chaîne sympathique cervicale est comprise dans un dédoublement du fascia cervical profond. Il en est de même du nerf phrénique, qui est directement en rapport avec la face antérieure du muscle scalène ventral.